à tous, c'est l'interview de l'hémicycle. Je reçois Agère Gemel, la directrice de la chaire Diversité et Inclusion au sein de la grande école EDEC Business School. Bonjour. Bonjour Gilbert. Bienvenue. Alors, aujourd'hui, récemment plutôt, ont été publiés les chiffres concernant les salaires parmi les cadres entre les hommes et les femmes. Il y a encore des écarts. Alors, à quand à travail égal, salaire égal? On parle beaucoup parité, vous savez, au sein de l'hémicycle. C'est un sujet qui vous tient à cœur, je crois. Ça me tient beaucoup à cœur, ça nous tient beaucoup à cœur à l'EDEC. La question, c'est le plus tôt possible, on aimerait bien. Moi, je dis souvent, j'aimerais voir ça de mon vivant, parce que parfois, on voit les projections où on est à 80, 130 ans, et ça, c'est insupportable pour des femmes et pour des hommes qui ont les mêmes, aujourd'hui, responsabilités, les mêmes diplômes. On le voit au niveau des cadres, mais aussi il y a eu le rapport de la conférence des grandes écoles qui montre que dès la sortie de l'école, il y a des écarts. Mais pourtant, vous formez les top managers dans les banques, notamment dans la finance, mais pas seulement. Qu'est-ce qu'ils vous disent les jeunes, ces jeunes diplômés, ces alumni qui sortent, qui viennent de sortir là d'ailleurs? Alors les alumni qui sortent pensent qu'aujourd'hui il y a une vraie parité et que le défi va être résolu. Malheureusement, ils s'en rendent compte au fur et à mesure, à l'usure, on va dire, dans l'entreprise. Ils sortent très optimistes, ils se disent, nous, notre génération, c'est une génération égalitaire, c'est une génération inclusive. Malheureusement, les stéréotypes ont encore la peau dure et on continue de payer moins bien les femmes. Vous vous battez avec les entreprises, vous leur dites, mais attention, nos diplômés, qu'ils soient filles ou garçons, ce sont les mêmes, parce que ces recruteurs, ils viennent chez vous pour les recruter. Ils viennent chez nous, ils cherchent en plus des profils femmes parce qu'ils ont des objectifs de quotas, de féminisation, mais quand on arrive à la signature, il y a quelque chose d'incroyable qui se passe. Ils sous-payent les femmes qui ont les mêmes diplômes et ça, personnellement, moi, ça m'inquiète beaucoup et ça me met en colère. Oui, je le dis, à chaque fois que j'en ai l'occasion. Bien sûr, ils vont dire les femmes négocient moins, etc. Je suis peut-être d'accord partiellement, je veux dire, parce que les femmes ont été socialisées différemment. On a moins tendance... Il y a un historique, c'est ce que Il y a un historique, mais justement, ce sont les DRH, les grands patrons qui doivent lutter contre ça, qui ne doivent pas laisser une femme même accepter un salaire plus faible que ce qu'elle devrait. Et parfois, il faudrait un candidat, une jeune fille, un jeune homme pour des postes, ou un homme, une femme pour des postes, qui ait toujours la possibilité d'avoir, à compétences égales, la personne qui correspond le mieux, mais en tout cas, une possibilité de recruter. Tout à fait. Il faut qu'il y ait à la fois des femmes et des hommes dans le processus de recrutement jusqu'au bout. S'il n'y a pas, il faut qu'on s'en explique. Il faut dire pourquoi on n'a pas réussi. Et ça, c'est pas assez fait. Parce que souvent, il n'y a pas eu assez de candidats de femmes. Posez-vous la question, dans ce cas, pourquoi il n'y a pas eu de candidats de femmes et pourquoi elles ne sont pas allées jusqu'au bout du processus. J'ai eu la chance d'aller voir votre partenaire Berkeley à San Francisco, enfin à côté de San Francisco, et le dean de Berkeley, de Haas Business School, me disait l'inclusion, c'est notre principal défi. Est-ce que c'est le défi des grandes écoles de commerce également? Ça l'est, à l'EDEC, c'est dans notre nouveau plan stratégique. On est à la moitié du chemin maintenant et on a fait déjà beaucoup en termes d'inclusion. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire on inculque dans notre culture aussi bien des étudiants, des associations, mais aussi dans le corps professoral, qu'on accepte chacune et chacun dans le groupe tel qu'elle est, tel qu'il est, mais surtout savoir valoriser la différence, ne pas en avoir peur. Ça, c'est la vraie inclusion. L'autocensure de certains étudiants qui n'osent pas franchir le pas d'aller... Alors, ça existe. Il y a l'autocensure, on parle beaucoup des femmes, mais pas que. Il y a aussi les personnes issues de classes sociales défavorisées qui osent moins, qui s'autocensurent, qui se projettent moins. Il faut les aider. À l'EDEC, ce qu'on fait, c'est que maintenant, on a des programmes de mentorat, on a des programmes d'insertion de ces personnes pour justement qu'elles osent, parce qu'elles ont leur place comme tout autre étudiant. Venez chez nous. À ce que me disait, c'était le patron d'HEC il y a longtemps, me disait, on ne laissera jamais un étudiant sur la route qui ne peut pas payer sa scolarité. Il sera toujours pris. Exactement. Ça, déjà, pour les frais de scolarité, c'est un sujet à l'EDEC aujourd'hui. Pour les personnes qui sont vraiment dans des difficultés financières, on va jusqu'à 75% des frais de scolarité qui seront pris par la fondation, c'est-à-dire par des donateurs. Mais ça ne suffit pas. Une fois que ces personnes sont à l'école, il faut aussi les accompagner, les intégrer, leur accorder des mentors. Les codes aussi, peut-être. Voilà, je n'osais pas dire, mais c'est exactement ça. Alors,
Les grands défis de la planète, hein, les enjeux climatiques, l'empreinte, l'impact, c'est la formation des jeunes. Comment on distille, comment on fait ruisseler ces problématiques au niveau des cursus et des syllabus dans les cours? Alors, nous, à l'EDEC, ce qu'on a choisi, c'est que ça soit intégré dès l'arrivée à l'école en première année. C'est-à-dire, c'est le premier enjeu que rencontrent les étudiants, la journée de leur intégration. On commence par une rentrée climat. Mais pas seulement. On a un cours qui est obligatoire pour les 650 étudiants de première année et qui est le premier cours de ce premier semestre qui s'appelle « Limites planétaires et modèle économique durable ». Et l'objectif, pourquoi on fait ça? Parce qu'on ne doit pas se contenter des polémiques, des connaissances qu'on récupère ici et là. On veut des connaissances scientifiques. On veut que les étudiants comprennent qu'il y a vraiment un problème et qu'on peut encore faire quelque chose. On ne peut pas tout réparer, il ne faut pas se leurrer, mais il est encore possible de faire quelque chose. Elle a une question un peu piquante, Agir, parce que vous êtes une école de finance. Je dirais vous êtes une école de commerce vaste et vous vous adressez à toutes les problématiques de l'entreprise et vous êtes connu mondialement pour votre spécialisation finance. Et les financiers, est-ce qu'ils sont capables d'aller au-delà du profit et de la rentabilité? Parce que c'est aussi ça, investir dans du vert, dans du green, c'est aussi se dire peut-être que la rentabilité, elle sera pas celle dans les industries fossiles et des choses comme ça. Donc il faut vraiment changer de paradigme. Ah, ça, on est d'accord. Est-ce que les financiers le font? Ils le font depuis un moment, mais pas assez, pas tous. On parle des fonds ISR, on parle des ESG, les problématiques environnementales, sociales et de gouvernance qui doivent être intégrées dans les choix d'investissement. Aujourd'hui, à l'EDEC, justement, on a fait en sorte que les professionnels de la finance ne puissent pas dire « on ne sait pas faire parce qu'on a un des plus grands centres en finance climatique. On produit énormément de connaissances sur le sujet. Et je peux vous dire qu'il y a tout ce qu'il faut, il y a des paradigmes qui doivent changer. On peut dire que les financiers qui sortent de l'EDEC ne sont pas focus sur le profit, mais en tout cas sur le bien-être de la planète. On va le dire comme ça, d'accord? Alors, je ne parierai pas pour tout le monde, mais j'espère que pour 99% d'elles et eux, ça soit le cas. Ah oui, ça serait vraiment magnifique. Dernière question, la compétition est mondiale, l'économie de la connaissance, c'est une économie. Est-ce que vous avez le sentiment que la bataille des nations, elle se fait sur l'industrie, elle se fait sur le savoir-faire, elle se fait également sur cette économie de la connaissance, les grandes écoles dans le concert mondial? Alors, totalement. Pour moi, si un jour j'aurais une baguette magique, je dirais, dans une économie, dans un pays, où est-ce que j'injecterais le plus d'investissement? Ce serait sur l'éducation, parce que c'est par la connaissance qu'on va combattre tous les problèmes, qu'on va avoir la possibilité d'aller au-delà des enjeux qui guettent aujourd'hui l'humanité et qui la mettent en danger. Une question aussi un peu peut-être plus d'image. Les grandes écoles de commerce, ce sont un peu des Formule 1 dans le concert mondial. Ça va vite, c'est connu, c'est classé. Et pourtant, parfois, elles sont un peu critiquées en France comme des écoles de l'élite. Il faut travailler encore là-dessus. Ah, ça, je suis d'accord. On a fait un grand pas. Quand on regarde les grandes écoles, aujourd'hui, il y a 20-30 ans, ça ne ressemble pas à ce que c'était. On a plus de diversité sociale, on a plus de femmes, on a énormément progressé sur les enjeux sociétaux, on ne se focalise pas uniquement sur le profit, mais bien sûr, il y a encore du progrès et c'est pour ça que nous continuons à travailler dessus. Work in progress. Merci beaucoup à Agir Gemel. Vous êtes directrice de la chaire Diversité et Inclusion. Vous avez plein d'autres titres aussi à l'EDEC, mais c'était le sujet aussi de notre entretien à l'EDEC Business School. Merci. Merci Gilbert. À très bientôt, merci.